Choix 98.1 Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X pour une deuxième fois. J'espère que vous allez bien. Christian, est-ce que vous êtes là, mon cher monsieur? Rebonsoir. Oui, les miracles de la technologie. On a réussi à se rejoindre. Oui, absolument. Ce soir à l'émission, on va donner énormément de frissons aux auditeurs et je vais te le dire, moi, c'est le genre de sujet que j'apprécie beaucoup. Les apparitions de fantômes, les maisons hantées. Il y a quelque chose qui vibre en moi, même s'il m'est jamais rien arrivé. Un jour, j'aimerais avoir le bonheur de visiter une vraie maison hantée, si ça existe, bien entendu. Oui, mais je vais peut-être te décevoir un peu d'une certaine façon parce que ce soir, oui, on parle de maisons hantées, oui, on parle d'apparitions, mais en fait, on en parle d'un point de vue essentiellement de l'approche parapsychologique. Et je t'explique pourquoi. Donc, on quitte le terrain de la maison hantée, on va rentrer dans le laboratoire. Parce que quand les gens me parlent de livres disponibles sur les maisons hantées, le livre, invariablement, le premier livre que je propose aux gens, c'est un livre qui s'intitule « Apparitions et maisons hantées », qui a été écrit par la parapsychologue Pascale Catala. Et Pascale Catala, elle est attachée à l'Institut métapsychique international. L'ouvrage dont je te parle a été publié en 2004. Et bien sûr, l'ouvrage, au fil des ans, est devenu de plus en plus difficile à se procurer. Et puis, l'été dernier, l'Institut métapsychique international, auquel participe Pascale Catala, annonce qu'ils vont republier le livre de Pascale parce qu'il n'est plus disponible en librairie et ce livre a toujours connu d'excellentes critiques. Tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au phénomène de hantise le présentent comme étant la référence parce que Pascale a... Dans ce livre, elle expose l'ensemble des hypothèses proposées sur les phénomènes de hantise, sur les phénomènes d'apparition, de maisons hantées, tout ça. Elle présente ça avec de très nombreux cas, bien documentés, bien détaillés. Elle évoque les différentes hypothèses qui sont proposées. Elle explique lesquelles hypothèses peuvent être démontrées, lesquelles ne le sont pas, où on passe de la croyance versus ce que l'on sait déjà. Et tout ça est fait dans un langage, un discours qui, même si on a l'impression, on le sait, c'est une scientifique, hein, elle est une double diplômée à la fois en informatique et en psychologie, mais jamais l'ouvrage tombe dans une espèce de discours hermétique et scientifique. C'est un ouvrage qui a été écrit dans un discours excessivement populaire, qui est accessible à monsieur et madame tout le monde, parce que bien souvent, lorsqu'on aborde ces questions-là de manière rigoureuse ou de manière scientifique, la littérature à laquelle on peut se référer, ce sont ou bien des ouvrages qui sont écrits dans un langage excessivement hermétique par des gens du milieu académique, qui ne sont donc pas accessibles à monsieur et madame tout le monde, et dans bien des cas aussi ne sont même pas disponibles, hein, parce que ça fait l'objet de périodiques ou d'articles dans des périodiques où ce sont des ouvrages qui sont publiés essentiellement dans des milieux universitaires, donc c'est excessivement difficile de se les procurer. L'ouvrage de Pascale Catala n'est pas de ce type-là. Et quand j'ai appris la réédition du livre de Pascale, j'étais tout à fait enchanté de ça parce que je sais que depuis quelques années, il était très difficile à trouver. Et donc, pour souligner la republication de son ouvrage, j'ai parlé il y a quelques jours à Pascale et on a abordé un peu le contenu de son ouvrage. Donc aujourd'hui, on se frotte pas trop peur avec des portes qui claquent, mais on va plutôt aborder la question, qu'est-ce que l'on sait? En fait, c'est une mise au point. Qu'est-ce que l'on sait sur les phénomènes de hantise, les phénomènes de fantômes? Quelles sont les hypothèses les plus souvent proposées? Lesquelles sont les plus vérifiables, les plus invraisemblables? Mais également aussi, quel est l'apport de la culture populaire? Le tort également que la façon dont les médias vont couvrir ces événements-là vont jeter un certain discrédit sur les milieux académiques. J'ai abordé avec elle un peu la problématique de l'omniprésence des chasseurs de fantômes dans les médias. Donc, c'est vraiment un tour d'horizon de ce que l'on sait dans le domaine de la science sur ces fameux phénomènes de hantise. Donc, j'imagine qu'on se fera pas trop peur avec ça.
Des fois, quand je vois ce type d'article-là, que ce soit sur le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans Le Soleil, dans la presse, comme quoi, bon, tel endroit, il y a une maison hantée, je me dis tout le temps, mais tu sais, c'est pas trop vérifié. Comment on peut savoir vraiment si ces maisons sont hantées là? Et je me dis, il y a peut-être un attrait touristique à tout ça, un attrait touriste, mais forcé d'admettre, quand on parle avec des collègues journalistes, que ces articles-là, c'est les articles les plus consultés. T'as un article sur le premier ministre qui a fait, je sais pas, il a fait une bad luck. Il va y avoir peut-être 6 000 personnes qui vont cliquer sur l'article. Mais quand on parle d'une maison hantée, par exemple, là, on monte à 21 000. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est attiré envers ce type de truc-là, Christian? Le rêve. Là, on aime, monsieur et madame tout le monde, et moi le premier, hein, on aime imaginer que le monde autour de nous est une espèce de monde enchanté. Bon, on a tous cet élément-là, c'est l'enchantement du monde, le paranormal, le surnaturel. Ça a toujours été, depuis l'aube des temps, hein, on est enfant, on aime se faire conter des histoires, se raconter des contes, puis c'était vrai au Moyen-Âge, puis c'était vrai à l'époque de la Rome antique, puis c'était vrai il y a 2 siècles. Hein, les frères Grimm n'ont pas inventé les histoires comme celle-là sans penser qu'il y aurait tout un lectorat d'enfants qui se laisseraient bercer par ces contes-là. Ouais. Quoique les contes les contes des frères Grimm, les originaux sont beaucoup plus inquiétants que les versions diètes que l'on présente aujourd'hui. Là, si tu lis Blanche-Neige et les 7 nains, là, la façon dont les frères Grimm racontent ça et la version de Walt Disney, il y a un monde entre les deux. C'était une époque qui était plus sanglante, un peu plus corsée. Hein. Les enfants étaient peut-être plus habitués à ce genre de phénomène ou ce genre d'horreur entre guillemets. Mais c'est l'idée que le monde est enchanté et c'est également à l'origine de toutes les légendes et des mythes, hein, les farfadets, les gnomes, les licornes. Il y a une espèce... Quand on parle de l'enchantement du monde, c'est quelque chose qui nous rejoint. Et quand on parle de fantômes, bien sûr, puis on pourrait ajouter que c'est également vrai si on parle d'extraterrestres, de créatures fabuleuses. On aime l'idée de vivre dans cette espèce de monde enchanté. Et c'est pourquoi on est attiré par ce genre d'articles, ce genre de littérature. J'ai aimé ta réflexion lorsque tu dis quand quelqu'un rapporte qu'une maison est hantée, c'est pas souvent vérifié. Là, en fait, tu mets le doigt, en fait, sur le bobo, si je puis dire, parce que c'est vrai que dans bien des cas, les gens, à partir du moment où on met une étiquette de inexpliqué, ça devient très souvent pour monsieur et madame tout le monde inexplicable. Mais ce qui est inexpliqué n'est pas forcément inexplicable. La question qu'on doit se poser, c'est qui a décrété que c'était inexpliqué. Parce que entre le fait qu'on a une maison, par exemple, et dans la littérature sur les phénomènes paranormaux, il y a de très nombreux cas de maisons hantées, par exemple, qui ont été enquêtés par des spécialistes, des gens du domaine de la parapsychologie, qui ont mis des systèmes pour s'assurer que c'était étanche à la fraude ou aux manipulations, et puis ils ont essayé de trouver des explications. Et dans bien des cas, que ce soit des maisons hantées ou des cas de poltergeist, on n'a pas trouvé d'explication. Donc, après investigation, les scientifiques, les chercheurs disent, bon, dans ce cas-là, on est en présence d'un phénomène inexpliqué. Mais inexpliqué n'a pas la même valeur pour tout le monde. Entre le fait qu'on dise, par exemple, qu'une maison, il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, mais qui ont fait l'objet d'une étude rigoureuse par une batterie de scientifiques, et la maison au coin de la rue chez vous, qui apparemment est hantée parce qu'il y a des phénomènes inexpliqués, mais inexpliqués parce qu'un soir, le gars du dépanneur est allé là avec sa blonde, puis a entendu des craquements, puis a décrété que c'était inexpliqué. Tu comprends? On n'est pas dans le même niveau de valeur, là. Qui dit que c'est inexpliqué? Donc, il faut d'abord se poser cette question-là. Est-ce que c'est des chasseurs de fantômes? Est-ce que c'est une batterie de scientifiques qui sont allés là? Est-ce que c'est le voisin d'à côté qui, une fois, en regardant par la fenêtre, il a eu l'impression de voir une ombre qui lui a décrété que c'était inexpliqué? Donc, c'est un mot très élastique qui n'aura pas forcément la même définition dans la bouche de tout un chacun. Donc, ça, il faut d'abord se poser cette question-là. Puis, effectivement, à partir du moment où on est en présence de phénomènes étranges ou mystérieux, qu'ils soient rapportés par monsieur et madame tout le monde ou qu'ils soient rapportés ou conclus
par un groupe de scientifiques qui est arrivé sur place puis qui ont mené leur investigation, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où on décrète qu'un lieu est soit hanté ou qu'il y a des manifestations étranges, on se retrouve, on bascule dans ce monde enchanté. Et là, bien évidemment, on se met à rêver à toutes sortes de créatures fantastiques, des revenants, les fantômes, les extraterrestres. Donc, c'est quelque chose qui nous touche dans nos, je peux dire, dans nos tripes. Là. C'est venu nous chercher dans nos tripes cette idée-là d'un monde enchanté qui nous échappe. Parce que j'ai écouté, il y a de ça quelques années, Coast to Coast. Est-ce que tu avais déjà écouté ça, cette émission-là? Puis il parlait d'une histoire, puis ça impliquait des fantômes, blablabla, et des extraterrestres. Puis, tu sais, même moi qui écoute ça, tu sais, je me dis, OK, ouais, faut en prendre puis en laisser, mais je suis dans ma voiture, Christian, puis j'ai des frissons. J'ai des frissons sur les bras. Puis pourtant, j'y crois pas. J'aimerais un jour être témoin, mais je n'y crois pas. Mais quand même, ces histoires-là viennent me chercher. Parce que oui, tu as raison. Et c'est parce que toutes ces histoires-là, dans le domaine du paranormal, faut pas se le cacher, on a à peu près 90% des histoires qui sont rapportées qui ne reposent essentiellement que sur les témoignages. Et c'est ce qui nous fait rêver, c'est le témoignage des gens qui rapportent avoir vécu de ces expériences étranges ou mystérieuses. Et dans des émissions comme Coast to Coast, bien évidemment, on donne la parole à des gens qui ont vécu ce type d'expérience. Et là, les gens nous racontent, ils ont vu des fantômes, ils ont vu des extraterrestres. Et puis, bon, bien évidemment, on n'a que leur témoignage. Donc, on y croit ou on n'y croit pas, mais on se laisse entraîner dans le récit qui est fait. Et dans bien des cas, moi je peux te le dire, hein, ça fait 43 ans que je suis dans ce milieu-là, et les gens qui ont essayé de me raconter des histoires dans le but de me tromper, je pourrais les compter sur les doigts de la main. Hein, c'est très rare que les gens essaient de nous duper. Les gens rapportent généralement, que ce soit les fantômes, les extraterrestres, n'importe quoi, les gens rapportent ce qu'ils croient être fondamentalement la réalité, leur réalité. Ils ont vu ce phénomène-là, ils en ont été témoins. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein? On ne peut tirer la conclusion qu'à partir d'une investigation, et je pense qu'on a fait suffisamment d'émissions ensemble, Yannick, pour savoir que, je te réfère à quelques émissions où on a justement discuté de la qualité du témoignage et à quel point notre cerveau peut facilement se laisser entraîner et avoir des perceptions erronées de la réalité, comment notre cerveau reconstitue la réalité en fonction d'images qu'il a décanté, qu'il a perçu, mais il n'a peut-être pas tout vu les événements, il n'a peut-être pas tout vu toutes les images, mais néanmoins il va refaire un collage de ça et nous donner une vision, une interprétation qui peut être souvent à des lieux de ce qui s'est réellement produit. Mais néanmoins, même si on sait ça, là on a les deux pieds dans le laboratoire. Mais c'est beau le laboratoire, mais on aime aussi rêver. Et rêver, on le fait à travers ces témoignages. Ensuite, si les scientifiques s'y intéressent, les scientifiques décantent toute cette information-là, évidemment, c'est un autre travail. Puis c'est sûr, comme tu dis si bien, il m'arrive souvent de faire un peu preuve de coït interrompu. Parce que on part d'une information qui est véhiculée par des témoins. Et à partir du moment où on la décante, là, bien souvent, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des informations qui étaient manquantes dès le départ et qui nous permettent de recadrer un peu le témoignage. Mais en lui-même, le témoignage, c'est vrai qu'il nous fait rêver et les gens aiment beaucoup. Moi, quand j'ai fait les séries, par exemple, Dossier Mystère à Canal D, je n'avais pas la prétention d'essayer d'expliquer aucune de ces histoires-là. Ce n'était essentiellement que du témoignage. Donc, les gens sont là, ils racontent leur expérience. Et c'est aussi ce qui fait le succès de séries comme Antise, qu'on peut également voir à Canal D. Les gens racontent leur histoire. Il n'est pas la prétention des réalisateurs ou des producteurs de décanter ou d'avoir une volonté d'expliquer le phénomène. Il y aura d'autres émissions pour ça, d'autres séries, qui le feront, mais ce n'est pas l'objectif du producteur ou le réalisateur. L'idée, c'est, on va vous raconter une histoire, voici ce que les témoins racontent de ces événements-là. Et là, bien sûr, ça nous amène dans cet univers-là. Je l'ai fait avec Dossier Mystère, ça a très, très bien fonctionné. Et dans Dossier Mystère, même si moi, dans bien des cas, je crois avoir trouvé une explication à ce que les gens disaient avoir vécu, c'était pas mon mandat de faire ça. Je donnais littéralement la parole aux témoins. Et là, je lui disais, vous avez vécu des trucs étranges, racontez-nous votre histoire. Et au fur et à mesure que l'histoire était racontée, on avait des images de reconstitution qui permettaient de suivre le déroulement de ces événements sans aucune prétention de chercher une explication.
C'est le but également de ces émissions-là. Il faut toujours un peu se demander quel est l'objectif de l'émission. Hein. Si l'émission est là pour nous divertir, c'est une chose. Si l'émission est là pour nous informer, mais qu'elle nous informe mal, bien, là évidemment on a droit à la critique. Mais c'est-à-dire on peut pas reprocher à une série comme Antise de dire oui, mais peut-être qu'il y avait d'autres explications, puis on nous les propose pas. C'est pas l'objectif de l'émission. L'émission est simplement là pour nous présenter le témoignage de monsieur X ou Y qui nous raconte son histoire dans une maison hantée. Et je vais revenir d'ailleurs avec ça parce qu'en deuxième partie d'émission, là, avant de passer avec l'entrevue avec Pascal Catalan, il y a deux nouvelles séries qui sont présentées actuellement à la télévision québécoise, qui ont pris l'affiche cet automne. Et il n'y a pas une semaine sans que les gens ne me demandent ce que je pense de ces deux émissions-là, à savoir Paranormal sur le vif et Paranormal 911. Donc, ce sont deux émissions qui actuellement connaissent beaucoup de succès, l'une sur la chaîne Investigation, l'autre sur la chaîne de Canal D. Et ce soir, je vais te donner un peu mon opinion. J'ai visionné les séries en question. Je les connaissais parce que ce sont des séries d'abord qui ont été produites en langue anglaise, qui ont été diffusées à la télévision anglophone, avant d'être traduites en français. Donc, l'une, c'est garde le même titre, le Paranormal 911, et l'autre s'appelle Paranormal Caught on Tapes, qui est la version de Paranormal sur le vif. Donc, je connaissais ces séries-là. Puis, je dirais un peu ce que j'en pense, mais dans les deux cas, bien sûr, ces deux séries-là font rêver. Elles nous présentent des images ou des témoignages qui laissent croire à cette réalité du surnaturel. Parfait. Donc, passons à l'actualité de la semaine ou encore les éphémérides. Oui. On a un peu plus de détails ou peut-être une nouvelle explication sur le fameux homme de Windsor. Ben, en fait, c'est pas le homme de Windsor principalement. C'est-à-dire que c'est le phénomène du homme. Donc, ce phénomène, homme, c'est comme un bruit sourd, un bruit de fond, et on l'appelle comme ça parce que au cours des 10, 20, 30 dernières années, plein de gens ont rapporté entendre une espèce de bruit de fond à différentes périodes de la journée dans différentes régions du monde. Et ce bruit-là semble une espèce de bruit sourd qui fait un homme. Et certains de ces hommes sont devenus célèbres. On pense par exemple au homme de Taos au Nouveau-Mexique. Et au Canada, on en a un, c'est le homme de Windsor, on a commencé à en parler au début des années 2000. Donc les gens entendent ce bruit-là. C'est pas tout le monde. Je te dirais qu'on a à peu près un 5% de la population qui l'entendent. Et ça, évidemment, ça peut être très dérangeant parce que ça ressemble un peu à un acouphène. Et dans certains cas... On va dire aux auditeurs ce qui s'est passé ce soir. Tu m'as envoyé l'extrait. Oui. J'ai cliqué dessus, j'entendais rien, j'ai dit Christian, ton extrait, il fonctionne pas. Tu me l'as renvoyé, tu m'as renvoyé la même chose et j'ai dû le passer dans mes ordinateurs puis augmenter le son pour être sûr et certain que tout le monde puisse bien l'entendre parce que même moi je l'entendais pas. Voilà. C'est ça, c'est un bruit sourd. Et là, celui qu'on va faire entendre ce soir, c'est le homme de Windsor. Donc, on est à Windsor, en Ontario. Comme je l'ai mentionné, depuis le début des années 2000, à peu près, des gens, 5% de la population à peu près, entendent ce bruit-là. Et dans bien des cas, il y a des investigations qui ont été menées et on a pu trouver des explications à certains d'entre eux, mais pas à tous. Mais commençons d'abord par faire entendre le homme de Windsor. Et il faut se rappeler que c'est un bruit un peu semblable à ce qui est entendu partout ailleurs dans le monde. Et ensuite, j'arriverai avec cette nouvelle tentative d'explication. Je serais curieux de savoir si tout le monde l'a bien entendu dans son véhicule par texto au 418-670-9098. Parce que je l'ai monté au maximum, vous comprendrez, là. Mais c'est très nuancé. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit bruit de fond, c'est comme un grognement, un grondement, comme si on entendait là, au très très loin là, une espèce de tonnerre qui arriverait. Donc c'est ce bruit-là qu'on entend. Dans le cas de, comme je l'ai mentionné, il y a eu des investigations qui ont été menées. Dans le cas de Windsor, par exemple, les enquêteurs, puis on a mis le paquet, là, c'est-à-dire que la ville est intervenue, des gens avaient réussi à enregistrer le fameux homme, parce qu'il est bel et bien présent. Il y a une longueur d'onde à peu près là, aux alentours de 25 Hz. Il faut savoir que l'oreille humaine entend entre 20
et 20 000 Hertz. Donc, on est réellement ici à la frontière de l'audition humaine. Puis quand je dis là que l'être humain entend entre 20 Hertz et 20 000 Hertz, on s'entend que ce sont des gens qui sont en excellente santé, qui ont une excellente santé auditive. Donc, on va retrouver ça chez des jeunes, par exemple. Mais dès qu'on commence à prendre de l'âge, même à 30 ou 40 ans, on n'entend plus aussi bien que ça. Là. Déjà, là, on a perdu un peu de cette qualité acoustique. Mais il y a des gens, effectivement, qui vont même à 50 ans ou 60 ans avoir une audition particulièrement exceptionnelle et qui vont réussir à entendre dans les basses fréquences, donc à la limite du 20 Hertz, et ils entendent ce fameux bruit, ce qui ressemble un peu à un acouphène. Donc, dans le cas de celui de Windsor, une enquête avait été menée par la ville de Windsor et ils avaient déterminé que ce bruit provenait probablement d'activités minières qui se trouvent à Zug Island. Zug Island, c'est de l'autre côté de la frontière. On est à la Rivière Rouge, on est du côté de Détroit, et là, il y a cette zone très industrielle où on fait de l'activité minière, et d'après les autorités de Windsor, c'est ces activités minières qui provoqueraient ces basses fréquences dans l'air, qui feraient que les gens seraient incommodés par l'audition de ça. Donc, dans le cas de Windsor, on a une bonne explication. Dans le cas du homme de Taos, c'est assez semblable, mais à Taos, au Nouveau-Mexique, là, on avait ciblé directement des essais qui étaient menés par la US Navy pour développer un système de communication à basse fréquence avec des sous-marins. Et c'est visiblement l'onde provoquée par ces tentatives de communication que certaines personnes dans la région pouvaient entendre et qu'ils trouvaient dérangeantes. Mais comment expliquer que ce homme-là, on l'entend quand même à d'autres endroits? Est-ce que c'est toujours de l'activité minière, toujours des activités locales? Et là, il y avait toutes sortes d'explications. Certains disaient c'est un bruit qui vient peut-être de l'espace. Les gens qui avaient une approche plus mystique ou ésotérique disaient c'est peut-être la Terre qui essaie de nous parler. On a beaucoup parlé ces dernières années des changements climatiques, le fait que la pollution augmente, notre consommation industrielle, etc. Donc, il y a eu toutes sortes de prises de position environnementales, si je puis dire. Et là, des gens se sont dit, dans une approche ésotérique ou mystique, puis on retrouve ça dans différentes cultures également, l'idée que la Terre serait un être vivant et qu'elle manifesterait un peu son mécontentement par rapport à l'activité humaine en provoquant soit des changements climatiques, soit en provoquant des raz-de-marée, soit en provoquant des tsunamis, ou même en provoquant ce fameux homme. Donc, c'est la Terre, Gaïa, qui essaie de nous parler. Donc ça, c'était une approche qui était très mystique et très ésotérique. Maman la Terre. Maman la Terre. Mais là, voilà que il y a 2 ans, une équipe de scientifiques ont quand même fait une remarque qui était quand même assez significative. Il y a eu il faut quand même se replacer, là, on est à l'île Mayotte, on est entre la grande île de Madagascar et le côté africain, du continent africain, là, près du Mozambique. Et il y a 2 ans, on a enregistré toute une série de petites secousses, des micro-secousses sismiques qui ont marqué l'apparition d'un volcan sous-marin. Et là, à ce moment-là, ça coïncidait, donc on a enregistré ces micro-mouvements dans la croûte terrestre, et en même temps que ces micro-mouvements sont apparus, on a également enregistré des émanations de basse fréquence, une émission plutôt de basse fréquence, et à peu près au moment où tout ça va se produire, il y a des gens qui sont autant du côté africain puis on peut même remonter jusque dans le Nord-Afrique, l'Égypte, tout ça, et même la péninsule arabique et incluant aussi l'Inde. Des gens ont commencé à se plaindre qu'ils entendaient à leur tour ce fameux homme. Mais là, on parle d'une zone qui est excessivement étendue. Alors, est-ce que c'est des activités locales qui, par hasard, se sont déclenchées à ce moment-là, qui fait que des gens se sont mis à entendre des hommes, ou est-ce qu'il y aurait un élément commun à tout ça, et ces éléments communs, est-ce qu'ils pourraient être liés à l'apparition de ce volcan sous-marin? Et là, voilà que le 6 janvier dernier, le Nature Geoscience, un périodique scientifique qui se consacre à l'étude de la Terre, a présenté une étude étoffée les premiers scientifiques qui avaient remarqué ça, qui ont commencé à se pencher sur la question, ont développé des modèles, et là, ils arrivent à la conclusion que, en fait,
tout ce homme, et là, on exclut le homme de Windsor ou le homme de Taos, qui sont visiblement liés à autre chose. Mais dans le cas de ce homme qui semble être émané à partir de l'océan Indien, qui s'étend un peu partout, autant sur le continent africain que sur l'Inde et la péninsule arabique, ce que eux soutiennent, c'est qu'il y aurait à ce moment, depuis 2 ou 3 ans à peu près, il y aurait eu un mouvement du magma parce que sous la croûte terrestre, on a un épais manteau de terre de pierre en fusion. C'est cette pierre qui est éjectée par les volcans. La lave, c'est cette terre en fusion qui vient du manteau. Et il y aurait eu un mouvement de ce magma vers des couches supérieures de la croûte terrestre, donnant naissance à ce fameux volcan auprès de l'île Mayotte. Et c'est le mouvement de ce magma dans la croûte terrestre qui aurait déclenché toute une série de mécanismes provoquant des basses fréquences entre 15 et 30 Hertz. Et ces basses fréquences, bien évidemment, elles se sont répandues un peu partout autour de la Terre. Donc, depuis 2 ou 3 ans, les gens qui entendent ce hum pourraient provenir de ce mouvement de magma dans la croûte terrestre qui est principalement ciblé, dont l'épicentre se trouve au large de la côte africaine. Toujours dans nos actualités et éphémérides, on parle des ovnis. Les ovnis sont volants non identifiés. Ouais, les ovnis sont toujours à la mode. Hein. C'est chaque semaine, il y a des activités sur les ovnis. Et là, écoute, c'est les ovnis et la politique. Donc, c'est assez amusant parce que avant les politiciens n'ont pas de l'air sur la même planète que nous autres, une fois encore du temps. Hein? Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde dans l'histoire de la politique, très peu d'hommes d'État se sont positionnés par rapport à la question des ovnis, encore moins des gens qui étaient du côté américain, qui allaient vers la présidence américaine. Donc, il faut comprendre, il faut certainement avoir là-dedans une espèce d'ouverture d'esprit qu'on n'avait pas, par exemple, il y a 20 ou 30 ans. L'un des très rares hommes d'État américains à avoir pris une position très franche sur la question des ovnis, c'était le président Carter, dans les années 70, qui avait dit à l'époque où il était gouverneur de la Géorgie, il avait lui-même observé un phénomène ovni, de type ovni, que certains ont prétendu qu'il n'était que la planète Vénus, mais peu importe. Jimmy Carter restait persuadé qu'il avait observé un ovni. Et quand il a pris le pouvoir aux États-Unis, à la Maison-Blanche, il avait dit, si je suis élu, je rendrai public l'ensemble des informations et des dossiers que l'on a sur les ovnis. Il est devenu le locataire de la Maison-Blanche, mais ces fameux dossiers sur les ovnis n'ont jamais été publiés. Ou à tout le moins, s'il y avait des dossiers vraiment très secrets, on n'en a jamais vu la trace. Donc, c'était l'un des très rares hommes d'État qui avait pris une espèce de position très franche, très ouverte là-dessus, sur la question des ovnis. Ensuite, la plupart des hommes d'État, et principalement aux États-Unis, dès qu'on abordait la question des ovnis, c'était tourné un peu en dérision, en ridicule. Jusqu'à l'avènement peut-être de Bill Clinton. Bill Clinton avait un conseiller, John Podesta, qui lui était très intéressé par la question des ovnis, et il a réussi à intéresser le président Clinton sur cette question des ovnis. Quoique Clinton n'avait pas parlé d'ovnis durant sa campagne électorale, mais on le sait, Bill Clinton était très intéressé par la question des ovnis, et sa femme, son épouse, Hillary Clinton également. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à partir d'Hillary Clinton, on a l'impression que maintenant les ovnis sont devenus presque un enjeu, là je mets ça entre guillemets bien sûr, mais c'est presque devenu un enjeu politique, c'est-à-dire que tous les politiciens, on sent un peu le besoin de prendre position par rapport à cette question des ovnis. Et il faut le dire aussi, les journalistes abordent cette question-là des ovnis avec ces candidats de manière très ouverte. Alors, puisque je t'ai parlé d'Hillary Clinton, qui a été un peu celle qui a lancé le bal, rappelle-toi, en 2016, elle était l'invitée de l'émission de soirée de Jimmy Kimmel. Et lorsqu'on lui a parlé de Jimmy Kimmel, qui s'intéresse à la question des ovnis, lui dit, écoutez, si moi j'étais élu président, la première chose que je ferais, c'est d'aller voir les dossiers sur les ovnis. Il dit, j'ai posé cette question à votre mari, il m'avait répondu qu'il l'avait fait également. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et voici ce qu'Hillary Clinton avait à répondre à Jimmy Kimmel. Alors, je vous mets ça à l'instant. Voilà. That's right. When we had your husband, President Clinton, on this show, he said, I asked him about UFOs and Area 51, and if you looked in, because if I was president, that's the first thing I do. I go right into those files and see what was going on. Right. And he said that he did do that. Yes. And that he didn't find anything. Well, I'm gonna do it again. Yeah, why not? Right? And you know, there's a new name. It's unexplained aerial phenomenon.
unexplained aerial phenomena. Yep, Really? yep, UAP. That's the latest nomenclature. I like the old one. I like UFO. I don't know why. Well, Donc, on voit ici, bon, on s'amuse, bien sûr, tout ça est fait de façon très ludique, mais elle dit, oui, si moi je suis élu, je vais retourner voir ces fameux dossiers sur les ovnis. Et depuis cette déclaration de Hillary Clinton, on parle de plus en plus de phénomènes ovnis dans les hautes sphères, si je puis dire, du pouvoir américain. Et l'été dernier, par exemple, Bernie Sanders, qui est lui aussi dans la course au présidentiel là, pour les prochaines élections, était l'invité de l'émission de Joe Rogan, qui est un animateur de podcast américain excessivement populaire, qui s'intéresse à ces questions d'OVNI. Et là aussi, Joe Rogan avait demandé à Bernie Sanders, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire avec les questions des OVNI? Allez-vous ouvrir ça? Et Bernie Sanders dit, si moi je voulais l'éclipser, cette question-là, c'est sûr que ma femme me poserait cette question-là. Est-ce qu'il y a des dossiers sur les OVNI? Donc, je vais le faire. Et là, c'était en réponse à cette question posée par Joe Rogan. Et encore une fois, cet automne, là, on est en octobre dernier. Encore là, une autre candidate du Parti démocrate pour les prochaines présidentielles, Amy Klobuchar, qui est sénatrice pour l'État du Minnesota, se retrouve au New Hampshire. Et voilà qu'il y a un journaliste là-bas, Damon Steer, qui s'intéresse à la question des ovnis, qui a une chronique dans le Conway Daily Sun, qui lui s'est fait une espèce de mandat de poser la question des ovnis à peu près à tous les candidats qui passent par le New Hampshire. Alors, il lui pose cette question-là. Il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire avec la question des ovnis? Et principalement en évoquant cette histoire qu'on a parlé à plusieurs reprises ici au Radio X-Files, cette histoire lancée en décembre 2017 par le New York Times, qui avait annoncé qu'il y avait un programme secret sur les ovnis qui avait eu lieu entre 2008 et 2012. Et depuis la révélation de ce programme, il y a toutes sortes de controverses qui ont été lancées. On sait qu'il y a des films qui se sont mis à circuler, films qui auraient été tournés par des militaires de la US Navy, d'abord en 2004 et ensuite un peu plus tardivement, le 2014 à peu près au large, dans un premier temps au large de San Diego et ensuite de l'autre côté, donc du côté est au large de la Floride. Donc des phénomènes ovnis dans lesquels auraient été impliqués des militaires et dans certains cas, on a des images qui ont été tournées par des caméras radars installées sur les avions. Et tout ça semble très sérieux. La US Navy, de son côté, a reconnu que les images étaient de véritables films tournés par les militaires, mais se refuse, bien sûr, à se prononcer sur la nature des ovnis. Et encore en décembre dernier, elle a tenu encore une fois à préciser que malgré tout le tapage médiatique qui était fait autour de ce phénomène comme le dit Hillary Clinton, ces phénomènes aériens non identifiés, l'armée a bien voulu préciser que c'est vrai qu'on avait un programme qui étudiait les phénomènes aériens non identifiés, mais qui n'avait jamais été dans les définitions des militaires que phénomène aérien non identifié égalait extraterrestre. Et on le sait, au cours des derniers mois, on a vu les Soviétiques, encore il y a quelques semaines à peine, faire les essais d'un missile hypersonique. On se doute bien que les Chinois doivent également avoir de tels missiles, des missiles hypersoniques. Donc, c'est toute une controverse. Est-ce qu'on parle réellement de phénomènes exotiques liés aux ovnis ou est-ce qu'on parle essentiellement de la menace de d'autres pays qui pourraient développer des technologies de pointe? Et là, donc, j'en reviens à cette histoire. En octobre dernier, on a cette candidate du Parti démocrate, Amy Klobuchar, qui se trouve au New Hampshire. Et voilà que Damon Steer lui demande, vous allez faire quoi de la question des ovnis? Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes de la US Navy, les images? Et là, elle lui dit, écoutez, je suis pas vraiment au courant de cette situation-là, je sais pas trop quoi répondre. Alors on passe un peu rapidement à autre chose. Mais voilà qu'il y a quelques jours, Madame Klobuchar se trouve encore au New Hampshire. Et là, Damon Steer revient à la charge. Vous allez faire quoi avec la question des ovnis? Et là, visiblement, Madame Klobuchar a fait ses classes. Hein? Elle a visiblement regardé les images en question, elle a pris connaissance du dossier et elle a donc répondu un peu à l'instar de ce qu'avait dit Bernie Sanders en disant, écoutez, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Je fais confiance à nos scientifiques. Donc, si éventuellement je suis élu, je vais poser la question aux scientifiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette question-là? Est-ce qu'il y a réellement des informations qui sont retenues secrètes? Et à moins, bien sûr, il a bien précisé, à moins de mettre en péril la sécurité nationale, j'aimerais bien que ces dossiers soient éventuellement, entre guillemets, déclassifiés pour que les gens y aient complètement accès. Donc, on voit cette question des ovnis depuis quelques
quelques années, revient dans les campagnes électorales, les campagnes présidentielles. On le sait, il y a quelques mois à peine, Donald Trump lui-même a dit qu'il avait été briefé sur cette question des ovnis, même s'il ne croyait pas qu'il y avait quoi que ce soit là-dedans, mais il répond, il dit, je crois pas qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais je fais confiance à mes pilotes. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, on tire la conclusion que l'on veut, mais ce qui est amusant, Yannick, c'est le genre de truc que tu n'aurais pas retrouvé dans les médias, tu n'aurais pas retrouvé ça discuté aussi ouvertement il y a 20 ou 30 ans, cette question des ovnis. C'est vraiment, on assiste à un moment charnière, ou bien il y a rien, ou bien il y a quelque chose, mais quoi qu'il en soit, sur le plan politique, sur le plan des discussions, on est vraiment dans un moment charnière. Même les journaux qui parlent de ces questions d'ovnis n'en parlent plus avec ce petit sourire en coin, c'est-à-dire que tu lis les articles, le ton des articles et des articles qui sont publiés dans des journaux qui sont très qui ont la cote, hein, que tu parles du Washington Post, que tu parles du New York Times, on parle d'OVNI et on en parle de manière très sérieuse et on veut savoir ce que c'est, on veut savoir ce qu'il y a derrière ça, que ce soit des armes de nations étrangères ou qu'il y a réellement quelque chose d'exotique derrière. On voit qu'il y a une ouverture qu'on n'avait pas il y a quelques décennies. On se pose la question maintenant, et si les E.T. utilisaient la lumière? Ouais, ça c'est un article intéressant qui vient encore une fois d'être publié là, dans l'Astrophysical Journal. Quand on a souvent un peu l'impression que quand les astronomes regardent dans l'espace, même si on ne connaît pas la mécanique de tout ce qu'ils voient, on se dit bon, on sait peut-être pas pourquoi Vénus tourne à contresens des autres planètes ou etc., mais on a l'impression que ce que les astronomes voient, ils le connaissent et sont capables d'identifier ce qu'ils observent. Et ce qui est pas tout à fait vrai, hein. Il y a plein de choses qu'ils voient dans l'espace, dans l'univers, et ils arrivent même pas à savoir c'est quoi cette patente-là. Et ce qui est amusant dans cet article qui vient de paraître dans l'Astrophysical Journal, c'est qu'en comparant des photographies des parties du ciel prises dans les années 1950, et si on les compare avec des photographies prises plus récemment avec les télescopes, on a à peu près observé ou localisé, identifié une centaine de sources lumineuses qui sont ou bien apparues ou qui ont disparu. Et on se demande, donc pour le besoin de notre conversation, Yannick, ce soir, imaginons des étoiles. Donc, ce sont des étoiles qui sont apparues sur les images ou des étoiles qui ont disparu. Alors évidemment, on peut se dire, bon, ben ça peut être une étoile qui était là, qui n'est plus là, hein, donc une étoile qui est disparue tout simplement parce que elle a explosé, elle est devenue une supernova ou elle est devenue ce qu'on appelle des naines rouges. Mais les scientifiques disent non, ça peut pas être ça parce que d'abord, les étoiles, lorsqu'elles meurent, elles vont changer de luminosité, hein, elles passent pas d'une étoile blanche à rien du tout, et c'est un processus qui est très long, qui va s'échelonner sur des milliers, des millions, sinon des milliards d'années. Or, là, on a réellement des points ou bien des points qui sont apparus ou des points qui ont disparu. Donc, dans certains cas, on ne sait pas pourquoi. Alors là, les scientifiques, évidemment, on s'entend bien que l'hypothèse générale, c'est qu'il doit certainement s'agir de phénomènes astronomiques naturels. Mais on n'a aucune idée de ce qui fait ces phénomènes-là. Une des hypothèses qu'on a proposées, même si on n'a jamais observé ce phénomène-là, il existe un modèle théorique qui voudrait que certaines étoiles pourraient s'effondrer sur elles-mêmes, et au moment où elles s'effondrent, très très rapidement, elles vont provoquer un trou noir qui va absorber leur lumière. Donc, assez rapidement, entre guillemets, du jour au lendemain, elles vont cesser d'émettre de la lumière. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été proposée, même si, encore une fois, il faut le préciser, on n'a jamais observé un tel objet dans l'espace. On a simplement un modèle théorique qui dit un tel phénomène pourrait peut-être se produire. Et d'autres hypothèses, bon, évidemment, on essaie de décanter, on va du vraisemblable vers le moins vraisemblable, mais dans ce qui demeure toujours dans le vraisemblable, il est possible que certaines de ces lumières-là soit des lumières qui proviendraient de civilisations extraterrestres. Et là, on imagine toutes sortes de modèles, ce qu'on appelle une sphère de Dyson, hein, qui pourrait être la sphère de Dyson, c'est quelque chose qui a été imaginé par un mathématicien américano-britannique qui s'appelle Freeman Dyson dans les années 50. Lui, il disait, bon, ben, si on avait besoin d'énergie, on pourrait construire dans l'espace une espèce de sphère géante qui pourrait prendre l'énergie de notre Soleil
soleil ou du soleil en question et le répartir sur la planète pour pouvoir répondre à la consommation d'énergie. Et évidemment, tout ça provoquerait un point lumineux excessivement brillant, aussi lumineux pratiquement que l'étoile. Mais à partir du moment où la sphère de Dyson n'existe plus ou qu'elle est démontée, évidemment, du jour au lendemain, elle cesse d'émettre de la lumière. L'autre possibilité, on le sait quand on parle de programmes comme les programmes SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, que les gens ont probablement découvert comme beaucoup avec le film Contact, qui mettait en vedette Judy Foster. Donc, cette idée de tourner des grands radiotélescopes vers l'espace dans le but de capter des signaux radio qui seraient transmis par des civilisations extraterrestres, ce programme, il est en vigueur depuis les années 60. Et on écoute des ondes radio. Mais beaucoup sont, avec les années, les ondes radio, c'était bien dans les années 50, les années 60, mais plus les années se passent, de plus en plus de scientifiques se disent, et si nous étions des extraterrestres très évolués, est-ce qu'on continuerait d'utiliser des ondes radio? Même au moment où on se parle, nous, sur Terre, Yannick, on en utilise de moins en moins. Les informations que l'on transmettait autrefois par des ondes hertziennes, aujourd'hui, on les transmet de manière numérique à travers des câblages, à travers des fils, de la fibre. Donc, on n'utilise plus l'onde radio, on utilise l'onde lumineuse pour transmettre nos communications. Alors, on peut se demander, une civilisation qui serait très en avance sur nous, est-ce qu'elle tenterait de communiquer en envoyant des signaux radio dans l'espace, ou est-ce qu'elle tenterait de communiquer dans l'espoir de trouver une civilisation qui serait peut-être à son égal, en envoyant des signaux lumineux qui pourraient être beaucoup plus porteurs d'informations qu'une simple onde radio. Alors, ces fameuses sources de lumière, et c'est pas rien, c'est quand même une centaine de sources lumineuses qui sont apparues ou disparues, si on compare à des photos des années 50, on se demande, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir de certains messages radio qui auraient été lancés par des civilisations extraterrestres et qui auraient été captés de cette manière-là. Donc, on ne sait pas, on est en plein mystère, mais encore une fois, on voit que cette question de la vie ailleurs que sur la Terre, ça fait quelque chose qui était tout à fait marginal il y a 50, 60 ans. Quand on parlait de ça, ça faisait sourire. Et aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, presque une voie importante du domaine de la recherche en astrophysique et en astronomie. Je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, on a fait entendre le fameux homme de Windsor. J'ai fait un appel aux auditeurs. Sur les 250 messages qu'on a eus, là, il y en a peut-être une cinquantaine qui ont réussi à l'entendre, Christian. OK. C'est incroyable. Puis en plus, on l'a mis au fond, là. Ouais, je comprends. Mais c'est ça. Donc, c'est un bruit très particulier. C'est vraiment comme un acouphène. C'est un grondement qu'on entend au loin. Mais bon, je me doutais bien, Yannick, quand je t'ai fait parvenir le fichier audio, je me suis dit, est-ce que je prends une chance de faire entendre ça? Parce que les gens vont peut-être avoir soit un bourdonnement pendant 20 secondes ou un gros 20 secondes de silence. Voilà. 20h45, courte pause, on vient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif. Des enfants qui nous terrifient. Mon cœur de père a eu du mal à voir ça. Du feu et du soufre. C'est presque démoniaque. Un mystère dans le ciel du Minnesota. So weird. L'extrait est probablement authentique. Des apparitions dans une cuisine. Je n'ai jamais vu de visage se former de cette façon. Ça me ferait peur. Des monstres à Montauk. J'ai du mal à voir autre chose que le fameux monstre de Montauk. Et encore plus d'images paranormales qu'il faut voir pour y croire. Mon Dieu, ça promet. X-Files. Que ça promet. Oui, Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif. Et vous aussi, vous direz, c'est incroyable.
Bon, effectivement, c'est une version française de Paranormal Caught on Tape, hein, donc Paranormal sur le vif. La boîte de production de ça, faut savoir, Yannick, qu'elle se spécialise dans le remontage de petites séquences vidéo. Donc, ils ont fait plein d'émissions de télé, là, par exemple World Dumbest, là, tu sais, c'était comme les gens les plus stupides qui font des affaires stupides, qui ont été filmés justement par des téléphones portables ou des trucs comme ça. C'est un peu comme drôle de vidéo, là, tu vois un peu le genre. Oui. Et la maison de production s'est fait un peu une spécialité de ce genre d'émission-là. Donc, le Paranormal sur le vif s'inscrit assez bien là-dedans. Il y a 2 saisons. Donc, la première saison, c'est celle qu'actuellement on peut voir à la télé. C'est diffusé, je crois, dans le cas de Paranormal sur le vif, c'est diffusé à Canal D. Donc, on regarde la première saison. La deuxième saison doit sortir en février 2020 en langue anglaise. Donc, probablement l'automne prochain, on aura ça en français. Bon. Mon commentaire, et là, ça n'engage que moi. C'est à peu près l'affaire la plus mauvaise que j'ai pu voir à la télé. C'est épouvantable. Parce que, donc, dans un premier temps, on a des images, ce sont essentiellement des images tournées par des amateurs, bien sûr. Et dans bien des cas, certaines de ces images-là ont été depuis longtemps expliquées, ou même dans certains cas, il s'agit de canulars qui ont été avoués, hein. Je pense, un des épisodes que j'ai vu, où on voit, ça se passe en Angleterre, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et on voit d'ailleurs, il y a comme une espèce de tige métallique qui retient la fenêtre, et on la voit comme se soulever, se retirer avant que la fenêtre s'ouvre. Et là, évidemment, tu regardes ça, ça a l'air très, très surnaturel. Et là, le bonhomme qui nous raconte, oui, j'ai filmé ça dans la maison chez nous, j'ai mis ma caméra. Il l'a avoué par la suite que c'était une fraude, qu'il avait attaché un fil. Bon, non seulement c'est une fraude, mais c'est une fraude avouée. C'est pas seulement qu'on présume qu'il y a une fraude. La fraude a été complètement avouée par le faussaire. Dans d'autres cas, les images qui sont montrées ont été expliquées comme étant, non, ce soir-là, il y a eu une rentrée atmosphérique, une rentrée d'une fusée ou un truc comme ça, ou un concessionnaire de voitures, par exemple, a perdu des ballons. C'est assez amusant. Donc, il y a une journée où il met des ballons argentés pour attirer les clients, puis à un moment donné, la tige a brisé, puis le bouquet de ballons s'est envolé. Le type a filmé ça, il la présente, ça reflète le soleil, on a l'impression d'une grappe de raisin lumineuse, et finalement, ce n'était que des ballons clairement identifiés, et on nous présente ces images-là, on nous dit « Ah, c'est très mystérieux ». Donc, dans un premier temps, on peut se questionner sur la sélection des images qui nous est présenté comme ça en vrac sans aucun sens critique, mais les commentaires sont d'une stupidité complètement navrante, là. Tu vois les gens qui apparaissent là, qui sont présentés comme des supposés experts, et là, ah oui, le Bigfoot devrait pas faire ça. Hein? Le Bigfoot devrait pas faire ça? Quand tu as parlé avec son psychologue ou psychiatre du Bigfoot pour savoir comment il doit agir, c'est le discours des soi-disant experts qui sont présentés est tout à fait là ridicule, risible. Écoute, c'est presque une honte pour l'intelligence de voir un truc comme ça. Si vous voulez montrer des séquences vidéo, montrez des séquences vidéo, mais les commentaires des experts sont d'une telle naïveté que c'est tout à fait là désarmant de voir ça. Donc ça, c'est mon opinion pour Paranormal sur le vif. Je me faisais une soupe et j'ai vu un peu de boucan. Il était clair à ce moment-là que c'était René Lévesque qui revenait me voir. Absolument. Salut, Tipwell! Et si tu le veux bien, on écoute le début de Paranormal 911. Là, on va dans autre chose. Tout le travail de policier se base sur des preuves tangibles. C'était un quart comme les autres. La soirée s'annonçait ennuyeuse. Je voulais être policier pour être dans l'action. Je devais sortir de là au plus vite. J'étais impuissant. Je ne croyais pas mes yeux. Ça change votre vision du surnaturel. On ne sait pas quoi faire quand on ignore ce que c'est. Aucun policier n'est formé pour ça. Ben là, Christian, si on nous met des policiers, c'est que c'est vrai? Bon, là, il y a... Bon,
Dans le cas de Paranormal 911, là, on est dans autre chose. Donc, dans un premier temps, ici, il faut quand même faire attention. Oui, ce sont des policiers qui racontent des expériences de type paranormal, bon, des investigations dans lesquelles ils ont été impliqués et qui avaient des éléments paranormaux. On a tendance à croire que parce que c'est des policiers, ce sont de meilleurs observateurs. C'est complètement faux. Hein, les tests montrent très clairement que la seule chose que tu peux dire parce que c'est un policier, c'est que ces gens-là auront moins tendance à essayer de te compter des bobards que monsieur et madame tout le monde, hein, parce que c'est leur fonction de policier. Mais en dehors de ça, à partir du moment où ces gens-là, comme toi et moi, ils ont leur propre croyance, pardon, ils ont leur propre billet, et quand ils se retrouvent dans des lieux où qu'ils voient des choses, ben leur cerveau fonctionne comme le mien et comme le tien. Donc, ils sont pas meilleurs pour évaluer quelque chose qu'ils savent pas ce que c'est. Ils voient une lumière dans le ciel, que ce soit moi, que ce soit toi ou que ce soit eux. Si on sait pas ce qu'on observe, ben on sait pas si c'est proche ou si c'est loin ou qu'est-ce que c'est. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on joue un peu sur cette, je dirais, ce biais qui est en fait le biais du fait que c'est un policier ou un médecin ou quelqu'un d'important qui raconte l'histoire. Donc, ça, il faut absolument se méfier de ça. Mais pour le reste, ici, la boîte de production, hein, c'est Bristol Global Media qui ont fait ça. C'est une boîte de Toronto. Ils en sont pas à leur première émission du genre. Ils ont fait Haunted Hospital, Paranormal Night Shift. Donc, ils ont fait plusieurs émissions sur le paranormal, mais ils ont compris la formule. L'émission Paranormal 911, c'est essentiellement ce que l'on disait en début d'émission. C'est des gens qui racontent des expériences qui leur sont arrivées, comme moi je l'ai fait avec Dossier Mystère. Il n'y a pas la prétention de vouloir trouver une explication à ça. On fera pas sortir des parapsychologues du laboratoire pour aller dans l'usine abandonnée où le fantôme, le policier dit croit avoir vu un fantôme. On fait pas ça. On écoute le policier, on joue essentiellement sur la carte du divertissement et ça fonctionne bien. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, si ce n'est de toujours se méfier de ce syndrome de la blouse blanche, là, du médecin, du scientifique. Là, c'est un policier, puis parce que c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Hein. C'est une autorité qui parle, donc obligatoirement, ça doit être vrai. Non, les policiers, comme n'importe qui, peuvent être trompés par leur sens. C'est pas un argument, ça. Mais ces gens-là ne font que raconter leur expérience. J'ai eu un appel, des événements, des voyous qui se tenaient dans un hangar. Je suis allé dans le hangar, les voyous étaient plus là, mais j'ai vécu quelque chose d'étrange et le type te raconte ça sans fioriture. C'est droit, c'est divertissant et je pense que la cible est atteinte. Si vous regardez une émission pour vous divertir, pour écouter des témoignages et en partant de la prémisse que la personne qui nous raconte l'histoire nous raconte probablement des événements bien réels, qu'il a vécu de manière bien réelle, à cause de son statut de policier, ben je pense que Paranormal 911, c'est une bonne source de divertissement. Ça veut pas dire, faut quand même faire attention, ça veut pas dire que parce que le policier raconte cette histoire-là, que si on faisait une investigation, on amenait des gens à regarder qu'est-ce qui s'est produit, retourner sur place, essayer de reproduire l'événement, on arriverait peut-être à trouver dans bien des cas des explications qui ont finalement échappé aux policiers qui les ont dupés. Mais néanmoins, sur le plan du divertissement, Paranormal 911, c'est parfait, ça fait, comme on dit, ça fait la job. C'est toujours surprenant, par exemple, de voir des policiers ou des gens en autorité sortir comme ça, puis accorder les entrevues pour raconter ce qu'ils ont vu, puis peut-être un peu leurs croyances. Ça prend énormément de courage, parce que Christian, tu sais, moi-même, je te l'ai dit, il m'est jamais rien arrivé, mais le jour où il m'arrive quelque chose, puis que c'est inexplicable, moi peut-être t'en parler au téléphone, mais quand tu vas me dire, oui, Marceau, tu voulais nous parler de quelque chose qui s'est passé hier soir dans ton cabanon? Ben, tu vas entendre un moment de silence. C'est sûr et certain que je serais pas porté à témoigner devant tout le monde comme ça. Moi-même, quand j'ai fait des séries comme Dossier Mystère ou des trucs un peu bizarres, Force Obscure, j'ai fait plein de séries qui touchaient le domaine du paranormal. À quelques reprises, on a eu des policiers qui ont raconté, je viens de te donner cet exemple-là, dans Dossier Mystère, on a couvert le poltergeist de St. Catharines en Ontario, où là, à peu près tout le corps de police de la ville de St. Catharines ont été témoins d'un phénomène de poltergeist. Il y avait un petit appartement, le 237 Church Street, où soir après soir, il y a des événements étranges qui se produisaient. On est au tout début de l'année 1970, et là,
là, ben, les policiers, évidemment, le premier policier va là, voit des trucs bizarres et en parle à ses collègues. Et là, ses collègues décident eux aussi d'aller faire un saut pour voir s'ils vont être témoins de quelque chose. Et éventuellement, dans les jours qui vont suivre, on a à peu près tout le corps de police de St. Catharines qui vont être témoins de ces phénomènes-là. Et je les ai, bon, évidemment, c'était au début des années 70, beaucoup d'entre eux sont décédés depuis, mais j'ai regroupé, moi, ceux qui étaient encore vivants, je les ai regroupés autour d'une table, on les voit à l'émission Dossier Mystère, ils racontent ce dont ils ont été les témoins, un lit qui flottait dans l'air, des meubles qui bougeaient, des cadres qui se décrochaient des murs. Écoute, c'est impressionnant parce que, comme tu le dis, ce sont des policiers et ces gens-là, et on fait beaucoup plus que simplement raconter leur histoire, ils ont conservé leur rapport de police. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand il y a eu la fusion des corps de police de l'Ontario, la ville de St. Catharines a été fusionnée au grand Niagara Metropolitan Police, les dossiers qui n'étaient pas destinés à avoir un suivi d'enquête ou des poursuites devant les tribunaux, ces dossiers-là ont été détruits. Mais les policiers qui avaient été témoins de ces événements-là ont jugé que ce qu'ils avaient vu était si extraordinaire qu'ils sont retournés aux archives, ressortir leur dossier de police. Et moi, quand j'étais avec eux, ben ils me mettaient le dossier devant moi et je pouvais lire ça. C'était extraordinaire, là, le policier qui te raconte sur le vif, là, dans son rapport, 10h25, il y a un lit qui flotte dans l'air. 10h11, il y a une table qui a été poussée dans le salon. Écoute, c'est absolument extraordinaire. Et là, on a une trace écrite. Donc, c'est vrai, il faut une bonne dose de courage pour témoigner de ces événements-là. Et qui plus est, lorsqu'on est en position d'autorité. Mais il faut quand même garder à la tête que c'est pas parce que c'est un policier qu'il est infaillible dans ce qu'il observe ou dans ce qu'il raconte. Il peut avoir été également dupé, mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose de courage quand on est en position d'autorité pour témoigner de la sorte. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 21h06, tu nous présentes ton entrevue avec Madame Catala, c'est ça? Oui, c'est ça, Pascale Catala. Donc, c'est une double diplômée en psychologie et en informatique. Elle est membre du comité directeur de l'Institut métapsychique international à Paris, donc l'IMI, dont on a reçu à 2 ou 3 reprises au cours de la saison passée Mario Varvoglis, qui est le directeur de l'IMI. Et donc, pour la sortie, la réédition de son livre Apparitions et maisons hantées, probablement l'un des meilleurs livres écrits sur les fantômes et les maisons hantées, hein, comme le titre le dit. Je tenais à m'entretenir avec Pascale Catala sur ce sujet-là, qui est fascinant, et quelle est la vision, quel est l'état actuel de la recherche dans ce domaine-là par rapport à ce qui était un peu la vision du livre en 2004. Alors, donc, bonne écoute, voici Pascale Catala. Pascale Catala, vous êtes diplômé en psychologie et en informatique, vous êtes membre du comité directeur de l'IMI et en 2004, vous avez signé Apparitions et maisons hantées aux éditions Presse du Châtelet. Et cet ouvrage, il faut bien le dire, a été souligné comme étant l'un des meilleurs ouvrages écrits sur les phénomènes de hantise, d'apparition, écrits en langue française. Il est extraordinaire parce que à la fois il fait bien le tour de la question, mais il est également écrit dans un style très populaire qui permet à tout un chacun de pouvoir prendre connaissance des informations, ce qui est souvent un peu un problème dans cet univers-là, ou bien on a des ouvrages qui sont écrits de manière populaire, mais qui rapportent souvent des informations fantaisistes, ou de l'autre côté, on a des livres fort intéressants, mais écrits de manière très académique, donc malheureusement pas nécessairement disponibles à monsieur et madame tout le monde. Le vôtre, il est extraordinaire. Je l'ai souligné. Lorsque les gens me demandent quel est le meilleur ouvrage écrit sur les phénomènes de fantômes, j'ai généralement tendance à citer le vôtre. Je sais que d'autres le font également. Je pense par exemple à mon ami Yves Lignon en France qui est toujours dithyrambique lorsqu'il parle de votre livre. Et l'occasion que l'on a aujourd'hui de se reparler, c'est la publication, parce que l'ouvrage date déjà de 2004. Malgré les années écoulées, il n'a pas pris une ride, mais il était beaucoup plus difficile à trouver sur le marché. Et là, voilà qu'il y a quelques mois, l'IMI, l'Institut métapsychique international à Paris, a décidé de reprendre le livre et pour le bénéfice, bien sûr, de tous les lecteurs qui pourront bénéficier de cet ouvrage qui est tout à fait remarquable. Alors, après cette longue introduction, Pascale Catala, comment passe-t-on de l'informatique au paranormal? Oh ben, vous savez, maintenant l'informatique pénètre tous les domaines, donc ça, on en a besoin de toute façon, c'est partie de notre vie. Hein. Donc moi j'ai toujours été
intéressée par les nouveautés, j'ai une curiosité donc de caractère, donc voilà tout ça m'intéresse, il n'y a pas de souci. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire ou qui permet de découvrir des nouveaux domaines. Dans votre livre, vous faites la distinction entre plusieurs types d'apparitions, tels qu'ils sont classés, bien sûr, dans les milieux de la recherche en parapsychologie. Vous parlez des apparitions, vous parlez des phénomènes de poltergeist et vous parlez également des maisons hantées. Pour le bénéfice des auditeurs aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un court résumé de quelle est la distinction entre chacune de ces manifestations? Bon, ce qui est le plus visible et qui peut quelquefois faire peur, c'est ce qu'on appelle les poltergeists. C'est un ensemble de troubles un peu inexplicables et dérangeants qui peuvent se produire dans une maison, par exemple, ou dans un milieu restreint, clos, comme un bureau, un hôpital, voilà, des lieux comme ça. Donc, ce sont des phénomènes qui sont de courte durée, en général inférieurs à 1 an, et pour lesquels on ne trouve pas d'explication. Par exemple, des objets qui volent au milieu de la pièce, des portes qui claquent sans qu'il y ait de courant d'air, des perturbations électriques, des appareils qui se mettent en route tout seuls. Et donc, ça c'est ce qui est, en général, ce qui effraie les gens et qui fait dire aux gens j'ai un fantôme chez moi. Mais en fait, ce ne sont que des phénomènes qui perturbent les objets, voilà, en général. Et alors, après, il y a ce qui vraiment relève de l'apparition de fantômes, c'est une perception de personnes ou quelquefois d'animaux. Enfin, en général, c'est des personnes et dont la présence physique semble impossible parce que ces personnes sont décédées ou parce qu'elles habitent très loin ou pour d'autres raisons. Et on s'aperçoit que c'était une apparition au moment où justement ces personnes disparaissent. L'apparition apparaît puis disparaît. Et ça peut se produire également dans les maisons où se produisent des poltergeists. Il peut très bien y avoir les deux types de phénomènes. Et en général, souvent les personnes, les habitants en concluent qu'ils habitent dans une maison hantée. Ouais, quand vous mentionnez des apparitions, il faut quand même faire une distinction. C'est vrai que dans le cas de ces apparitions, il y a dans certains lieux, on a l'impression que ce sont des gens qui sont décédés depuis longtemps. Tout le moins, il y a des caractéristiques qui nous permettent d'associer parfois l'apparition à un ancien locataire des lieux. Mais il arrive également que ces apparitions soient des apparitions au moment où survient le décès de l'individu en question. Donc, notre mère décède et au moment de son décès, on va voir entre guillemets, son fantôme apparaître au bout de notre lit, ou encore, il peut s'agir aussi d'apparitions de gens qui sont tout à fait vivants. Voilà, il y a un peu tout. Ouais. Vous mentionnez... forcément des décédés, voilà. Pas forcément des personnes décédées. Ouais. Dans votre ouvrage, vous relevez un défi qui, à mon avis, qui est un couteau à double tranchant. Vous présentez des apparitions qui sont des apparitions de type religieuse, par exemple des apparitions mariales. Et ce que j'ai trouvé assez audacieux de votre part dans un ouvrage comme celui-là, on le sait que dans les milieux de la science, il y a une espèce de, par rapport au milieu scientifique, il y a une espèce de réserve, une résistance qui se fait. Et souvent, cette résistance, elle vient du fait que la parapsychologie flirte parfois avec le religieux. Entre la personne qui dit « je suis allé voir un thaumaturge, Padre Pio et j'ai été guéri » et quelqu'un qui dit « je suis allé voir un guérisseur et j'ai été guéri », on a l'impression qu'on assiste au même discours. C'est simplement la définition du thérapeute qui varie. Et souvent, le fait qu'il y ait cette proximité entre le religieux et la parapsychologie fait que dans les milieux, disons, de la science matérialiste, on essaie de se tenir loin de cette parapsychologie un peu ténébreuse. Et présenter ce genre d'apparitions, les apparitions mariales, notamment dans votre ouvrage, c'était un défi qui était assez audacieux, non? Oui, ça peut choquer effectivement les personnes qui sont très très religieuses d'assimiler tous ces phénomènes-là. Mais bon, moi je me place du côté surtout de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne
voit ou perçoit une entité, quelle qu'elle soit, une entité alors que ça semble impossible physiquement parlant. Vous voyez ? Donc là, au niveau psychologique, il se passe à peu près les mêmes processus. Donc que ce soit religieux, qu'il y ait un contexte religieux ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai considéré tous ces types d'apparitions. J'en reviens toujours à votre ouvrage. À travers la lecture, vous présentez un certain nombre de faits, un certain nombre de cas, particulièrement des apparitions, des cas de poltergeist. Et on voit vers la fin de l'ouvrage, lorsque vous commencez à décanter toute cette information, vous favorisez en particulier, vous présentez à tout le moins deux hypothèses. Une hypothèse qu'on pourrait qualifier de survivaliste et l'autre hypothèse qu'on pourrait qualifier de parapsychologique. Est-ce que vous pouvez nous faire une description de chacune de ces approches? Oui, alors des hypothèses, il n'y en a pas que deux, hein, il y en a beaucoup. Actuellement, on n'a évidemment pas d'explication définitive, mais on a des pistes de recherche. Voilà. Alors, je présente plusieurs points de vue, plusieurs approches dans le livre. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de l'hypothèse survivaliste, simplement, que la plupart de ces phénomènes, même d'un point de vue historique, ont été attribués à la survie après la mort, donc d'une espèce d'âme immortelle, où évidemment après il y a des variantes. Donc le point donc est de savoir qu'est-ce qui survit après la mort. Voilà. Donc ça c'est l'hypothèse survivaliste, donc qui a été beaucoup, qui s'est répandue surtout au XIXe siècle à partir du spiritisme, un mouvement religieux qui s'est développé à partir de 1848 environ. Et donc c'est sûr que c'était leur hypothèse de base, c'était qu'on pouvait communiquer avec les esprits des personnes décédées, les esprits des morts. Ça, c'est l'hypothèse survivaliste. Alors, l'hypothèse, après, au contraire, donc, des parapsychologues, enfin, il n'y en a pas qu'une hypothèse, mais disons que, voilà, certains parapsychologues préfèrent rechercher l'origine des phénomènes, de tous ces phénomènes très mystérieux, dans les personnes vivantes, tout simplement parce que c'est déjà beaucoup plus facile de faire de la recherche sur les personnes vivantes plutôt que sur les esprits des morts dont on ne sait à peu près rien. Donc voilà, c'est une hypothèse qui va essayer par différents moyens, dont l'expérimentation, dont la reproduction, les tentatives de reproduction de ces phénomènes dans les laboratoires ou ailleurs sur le terrain, des études sociologiques, des sondages, etc., des études phénoménologiques pour savoir exactement ce qui se passe. Et donc tout ça, c'est l'approche plutôt des parapsychologues qui considèrent que ça serait plutôt tous ces troubles-là seraient peut-être dus à des émanations de personnes vivantes, plus ou moins des émanations plus ou moins conscientes, qui pourraient passer effectivement par le corps, par l'inconscient, par vraiment des chemins qu'on commence simplement à entrevoir. Si on regarde le milieu lui-même, donc on a ces approches, bien sûr elles sont nombreuses, mais les deux grandes écoles, celle survivaliste ou celle de la parapsychologie, on a quand même l'impression que malgré, l'EMI fêtait l'an dernier, 2019, son 100e anniversaire, vous l'avez mentionné, les phénomènes de communication spirit ont débuté aux alentours de 1848, et la recherche, je dirais un peu plus sérieuse, plus rigoureuse, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on s'est interrogé, est-ce qu'on peut réellement communiquer avec les défunts? Tout ça a amené l'apparition éventuellement de la parapsychologie. Et aujourd'hui, en 2020, on a l'impression que ce phénomène, cette recherche parapsychologique, même si elle est faite dans des milieux très académiques dans certains cas, on a toujours l'impression qu'il y a cette résistance entre la communauté scientifique et la parapsychologie, qui est un peu un mouton noir. Et comment vous expliquez, vous qui êtes à la fois, qui avez écrit sur le sujet, vous qui êtes dans ce milieu-là, qui avez côtoyé les gens de l'IMI, moi je connais personnellement Mario Varvoglis et son travail est toujours impeccable. Comment expliquer cette résistance des milieux académiques bien pensants,
par rapport aux phénomènes paranormaux et à l'étude de ces phénomènes? Oh, alors là, il y a de nombreux facteurs. Donc c'est surtout mon collègue Bertrand Meeus qui a beaucoup creusé ce sujet-là. On peut même faire remonter ça à l'époque des Lumières en France, parce que la France a quand même une situation particulière dans la mesure où on est censé être beaucoup plus rationnel, se tenir écarté de tout ce qui est croyance, vieilles légendes, ésotérisme, etc. Le pays de Descartes, j'allais dire. Oui, alors que, évidemment, ce qu'on ne dit jamais, c'est que Descartes, lui, considérait les phénomènes parapsychologiques, bien qu'il ça s'appelait pas comme ça à ce moment-là, bien sûr, mais il considérait les phénomènes parapsychologiques comme tout à fait possibles et même probables. Et donc en fait, il y a vraiment, c'est vrai que la parapsychologie n'est toujours pas acceptée vraiment bien dans la science officielle, mais quand même ça évolue un petit peu. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'environnement social de la parapsychologie, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour mon sujet, le sujet qui m'intéresse, les fantômes, c'est qu'il y a quand même une grande évolution dans la mesure où en 2004, pour la première édition de mon livre, c'était vraiment considéré comme un sujet vraiment inintéressant, futile ou puéril, ou des vieilles histoires, des vieilles légendes, des croyances uniquement, qui ne pouvaient rien apporter. Et depuis une quinzaine d'années quand même, en France, ou du moins, je sais pas si on est au Québec, mais en France, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à ce sujet-là. Et donc, le sujet est en train de rentrer un peu par le biais de la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, surtout les sciences humaines, un peu la neurobiologie, donc c'est quand même, c'est un sujet dont on commence à trouver vraiment de l'intérêt. Est-ce que, on le sait, dans votre ouvrage, vous citez par exemple des cas qu'on pourrait qualifier d'étalons dans la mesure où on va toujours se référer à ces histoires. Je pense notamment dans les cas de poltergeist, vous évoquez dans votre livre l'affaire de Rosenheim, vous évoquez également l'affaire qu'on a appelée de Columbus, donc l'histoire de Tinaresh. Et pourtant, même ces histoires que l'on considère souvent comme très importantes, elles ont été mises à mal avec les années par des groupes de critiques qu'on pourrait qualifier de zététiques. Et est-ce qu'éventuellement, cet éternel débat ou cet affrontement qu'il y a entre les croyants et les sceptiques, mais qui très souvent sont presque nihilistes, est-ce que ce débat-là ne nuit pas éventuellement à l'acceptation ou à une approche, disons, saine de ces phénomènes dits paranormaux? Oui, bien sûr, c'est un des facteurs importants, ça, la zététique, le scepticisme, le pseudo-scepticisme, on appelle ça comme ça, pseudo-scepticisme, c'est en fait un mouvement d'activistes qui empêche un peu, qui tente d'empêcher que la recherche sur ce qui est donc autour de la psychologie classique, donc ce qu'on appelle la parapsychologie, qui tente d'empêcher que ces sujets soient étudiés. Et par exemple, ils sont très actifs sur l'encyclopédie Wikipédia, parce que on a remarqué que dès qu'on essayait de changer un article, même ça m'est arrivé même sur l'article qui présentait l'Institut métapsychique, eh bien, dans les minutes qui suivent, il y a une réaction et ce qu'on écrit est effacé. Et il y a beaucoup de désinformation de la part de ces mouvements pseudo-sceptiques sur les encyclopédies, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que ça nuit au développement d'une parapsychologie véritablement scientifique. Ce sont des gens qui sont absolument certains que la science c'est quelque chose d'établi, de définitif, que eux ils sont le détenteur du savoir, et que dès qu'on veut
s'intéresser à des sujets un petit peu dérangeants comme ça, eh bien, on se fait donc attaquer, notre carrière est brisée, etc. Voilà. Bon, c'est très évident pour les jeunes chercheurs maintenant en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est différent, parce qu'il y a beaucoup d'universités maintenant qui ont un département de parapsychologie ou sous d'autres noms, parce que comme ça permet de moins se prêter aux attaques sceptiques. On prend d'autres noms. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que le phénomène est un peu stagnant au niveau de la recherche. Moi, je me rappelle dans les années 80, vous mentionnez dans votre ouvrage Louis Bélanger. Louis Bélanger a été ici mon mentor. Hein. Je suis un parfait produit Louis Bélanger et j'en suis fier. Mais je dirais que... un grand ami. Alors, quand on regarde cette époque et on regarde aujourd'hui, on a l'impression que sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, ou à tout le moins, il n'y a pas grand-chose qui a été communiqué au public. Et je me rappelle, j'avais cette conversation il y a quelques mois avec Mario Varvoglis de l'Institut Métapsychique, et il me disait, c'est vrai que peut-être que dans les milieux académiques, on devrait faire plus pour mieux vulgariser l'information, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des chercheurs qui font un excellent travail, ils essaient de décanter ces phénomènes, proposent des avenues de recherche, et malheureusement, ce qui est publié dans la presse est souvent, somme toute, un peu loufoque. Et je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, par exemple, au Québec, depuis les 10 dernières années, on a vu arriver, et surtout du côté des Américains, on a vu arriver des espèces d'émissions de télé-réalité où des chasseurs de fantômes avec une quincaillerie un peu ridicule vont d'un lieu hanté à un autre et chaque fois, bien sûr, ils captent toutes sortes de trucs un peu bizarres qui vont entre la pareidolie auditive et la pareidolie visuelle et on nous présente ça comme étant, somme toute, des enquêteurs, des spécialistes du paranormal. N'avez-vous pas l'impression que cette couverture médiatique, je ne sais pas si c'est le même phénomène qui se passe en France, mais tout ça nuit considérablement à une approche saine, encore une fois, du sujet? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'était d'ailleurs une des principales nouveautés que j'ai développées dans la deuxième édition de mon livre, c'était la prolifération des groupes de chasseurs de fantômes. Effectivement, qui, comme vous le dites bien, occupent toute la scène médiatique, pratiquement. Ça nous arrive souvent que, voilà, quand on nous appelle, on nous dit venez sur le terrain voir ce qui se passe. Les habitants sont tous désorientés quand ils nous voient, ils sont tous surpris parce qu'on n'a pas effectivement tout l'attirail technologique. Donc ils se demandent, ils pensent qu'on n'est pas vraiment des scientifiques. Alors que les chasseurs de fantômes, effectivement, ils sont bourrés de technologie, mais ils n'ont pas une démarche véritablement scientifique. Ils sont dans la recherche de trophées, ils essayent de faire des enregistrements de fantômes, des photographies, des vidéos, etc. Ou des sons qui triturent plus ou moins. Voilà. Donc c'est pas du tout une démarche scientifique, c'est une démarche sauf exception, bien sûr. Hein. Il y a des personnes quand même qui ont quand même un intérêt pour la science, mais en général, c'est plutôt une recherche de se faire peur, une recherche d'adrénaline, voilà. C'est ça qui les motive un petit peu, quoi. Être dans des lieux hantés. Ça nuit un peu. Alors moi, c'était un peu l'objectif de mon livre, c'est de faire, si vous voulez, de la vulgarisation scientifique, de reprendre tout ce qui se fait effectivement dans les laboratoires anglo-saxons, parce que en France, il n'y a pas énormément de recherches à proprement parler sur le sujet des apparitions en ce moment. Mais dans les pays anglo-saxons, il y a quand même des nouvelles méthodes, des nouveaux protocoles qui se mettent en place. Et donc, j'essaye un peu de les faire connaître. Effectivement, avec la presse grand public, c'est difficile. La situation est plus
que vous l'avez décrit. Est-ce que cette presse, justement, ne contribue pas à créer une espèce de, disons, de zone floue en présentant souvent les gens comme des experts? Moi, je suis toujours un peu étonné de voir, par exemple, lorsqu'on arrive près de la fête de l'Halloween, on le comprend, hein, force est obligée de nous présenter des trucs un peu mystérieux, donc on nous présente des hordes de chasseurs de fantômes, et tous ces gens-là sont décrits comme étant des experts du paranormal. Est-ce que quelque part la communauté qui fait de la recherche sérieuse en parapsychologie n'est pas un peu laxiste en laissant finalement le devant de la scène à tous ces gens qui se décrivent comme des experts, mais qui malheureusement n'en sont pas? Ben, oui, c'est vrai, mais que faire, hein, c'est pas. Il faut trouver des moyens de se faire entendre plus. Bon. Alors heureusement, nous en France, on a quand même des journaux spécialisés qui présentent quand même plus notre travail ou le travail des parapsychologues ou des gens qui font de la recherche dans ce domaine. Donc on a quand même la chance de ne pas avoir que des tabloïds et des émissions vraiment grand public qui n'apportent rien, qui sont proches des films d'horreur, c'est tout, qui cherchent juste le sensationnel. Malheureusement, au Québec, on n'a pas ça. On n'a que les tabloïds. Quand on parle de chasseurs de fantômes, on évoque bien sûr toute cette quincaillerie, et il faut le dire tout de suite, des détecteurs d'entités ou d'ectoplasme, ça n'existe pas. Donc, il faut arrêter finalement de faire la propagande de tout ça. Mais c'est vrai que dans le milieu de la recherche sur les phénomènes paranormaux, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est scientifique, mais on a vu s'installer, et surtout en France, on a vu ce phénomène-là apparaître dans les années 70, et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des groupes qui se spécialisent là-dessus. Il y a même des chercheurs en parapsychologie qui prennent ces sujets de plus en plus au sérieux. Ce sont les phénomènes dits de transcommunication instrumentale. Vous en pensez quoi de cette approche? Alors, j'ai pas vraiment étudié en profondeur la transcommunication instrumentale parce que ils sont, enfin, pour moi, ils sont avant tout dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme les chasseurs de fantômes, ils font des enregistrements et après ils essayent de voir à quelle personne décédée ça pourrait correspondre ou à quelle entité plus ou moins diabolique ou enfin bon, il y a un peu une démarche un peu ésotérique en même temps, plus que scientifique, même s'ils utilisent aussi beaucoup de technologie. Parce que en fait, ils n'ont pas à l'esprit l'hypothèse, enfin le phénomène que les parapsychologues étudient, qui est la psychocinèse. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer que ce soit eux ou les personnes, les habitants des maisons dans lesquelles ils vont, qui puissent provoquer ce genre d'enregistrement. C'est une hypothèse qu'ils ne prennent jamais en compte. Donc, à partir du moment où on se dit qu'il y a possibilité que ce soit justement les sujets qui sont là, les sujets vivants qui sont là, qui produisent ces phénomènes, bah, tout le travail d'interprétation, après, il est un peu vain, parce que on ne pourra rien en déduire de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Ce sont souvent des hypothèses qui sont a posteriori, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, on cherche un espèce de billet de confirmation, et à travers ce billet de confirmation, évidemment, on va interpréter les images obtenues. Alors que l'on sait très bien, 110 ans de recherche en parapsychologie montre de manière éloquente que l'observateur risque d'influencer le résultat de l'expérience. Tout à fait, tout à fait. Dans votre livre, vous évoquez, c'est la parabole de l'éléphant, donc on touche la partie de l'éléphant où finalement on arrive à la description de l'éléphant, et vous soulevez avec cette imagerie en disant les chercheurs doivent essayer de mettre en commun toutes leurs ressources, toutes leurs hypothèses, toutes leurs données pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais comme il n'y a pas de standard établi, donc on a des gens dans le domaine de la parapsychologie qui vont un peu être favorables à une explication, disons, survivaliste, d'autres seront davantage proches d'une hypothèse psychosociale, d'autres d'une interprétation du psy faisant réellement intervenir quelque chose d'exotique. Si tout le monde mettait
dans un même panier toutes leurs hypothèses et tout leur travail, est-ce qu'on risque pas éventuellement de contaminer la source des données? Non, je pense pas. Moi, je dis toujours, il faut vraiment séparer le phénomène lui-même de son interprétation. Bon, bien sûr, en tant que tous les chercheurs ont des a priori, hein, donc. Mais quand on étudie, déjà, il faut étudier ce qui se passe. Il faut étudier la phénoménologie. Il faut faire des questionnaires, des sondages, etc. Donc, il faut vraiment s'en tenir au phénomène lui-même avant de passer à l'étape d'interprétation. Et donc, il y a déjà énormément de choses à faire au niveau des études. Et c'est ce qui commence à être fait de mieux en mieux maintenant. C'est par exemple un domaine qui se développe beaucoup, c'est le deuil, c'est les études sur le deuil. Et voir, donc, interroger ces personnes qui ont perdu leur conjoint, par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié des veufs ou des veuves qui disent avoir eu l'impression d'avoir un contact avec leur conjoint décédé. Donc ça, c'est très important. Donc il faut voir dans quelles circonstances ça se produit, comment ça se produit, quels sont les ressentis, les émotions des personnes qui perçoivent leur conjoint décédé. Donc tout ça, c'est un très très vaste domaine. Rien que l'étude de ce qui se passe, c'est déjà beaucoup. Après, donc pour les interprétations, chacun peut pencher pour telle et telle hypothèse. Mais déjà, au niveau scientifique, ce qu'il faut faire, c'est partir effectivement du recueil de données. Parce que si on part essentiellement des données, le fait que des gens affirment avoir vu des défunts ne nous force jamais en aucun temps à accepter la survie de l'âme. Il peut y avoir d'autres explications qui pourraient correspondre à une explication pour ces apparitions. Tout à fait. Et actuellement, on n'a pas de méthodologie. Personne n'a de méthode pour vraiment discriminer entre les hypothèses pour savoir quelle est la meilleure. On n'a pas, parce que les faits peuvent toujours s'expliquer par une chose ou une autre, par soit la survie d'une entité immatérielle après le décès, après la mort du corps physique, ou bien soit d'autres hypothèses. Tout peut s'expliquer de façon différente selon les points de vue, et on n'a pas vraiment de méthode pour savoir quelle est l'hypothèse la meilleure. Et il faut bien sûr avoir un esprit ouvert à ces approches, parce que là aussi, les recherches en parapsychologie montrent que des observateurs sceptiques ou tout à fait négatifs à l'existence du psy risquent d'influencer à la baisse les résultats de ce qui va se produire en laboratoire. Ah oui, bien sûr. Et ce qu'il faut éviter aussi, et ce qui est fait beaucoup, au moins en France, c'est le réductionnisme. Parce qu'il y a beaucoup par exemple, de neurologues qui font des expériences. C'est le même problème pour les expériences de mort imminente, c'est pareil. Il y a des expériences où ils commencent par réduire les phénomènes à quelque chose qu'ils peuvent étudier en laboratoire. Et après, on voit sortir dans la presse, oui, ça y est, on a l'explication, le mystère est élucidé, on a l'explication définitive, on sait d'où viennent les EMI, on sait d'où viennent les fantômes, ça vient de perturbations du lobe temporal ou de telle et telle partie du cerveau. Voilà, donc c'est ça qui aussi pose problème empêche d'avancer aussi vite qu'on le voudrait. Ouais, en même temps, ça donne des pistes d'études, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est une piste parmi d'autres. Ouais, ce réductionnisme, c'est bien sûr, c'est de faire coller les faits aux hypothèses et non pas les hypothèses aux faits. Et ça, évidemment, c'est contre-productif. Oui. Vous, dans Apparitions et Maisons hantées, vous consacrez plusieurs pages à la psychologie des observateurs, c'est-à-dire que on s'est beaucoup intéressé aux gens qui affirmaient avoir vécu des expériences de type paranormal. Est-ce qu'il y a un profil type de gens qui risquent davantage de vivre du paranormal que d'autres individus? Est-ce que l'on a une constante psychologique à travers les témoins de phénomènes paranormaux?
Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. On aimerait bien trouver des caractéristiques spécifiques, mais il n'y en a pas vraiment. Et puis aussi, moi, ce que j'ai toujours, c'est qu'il faut distinguer les personnes qui pensent avoir vécu des phénomènes paranormaux de ceux qui ont vécu des choses qui restent complètement inexplicables. Hein. Et donc, c'est pas tout à fait, il n'y a pas un recouvrement absolu entre ces deux populations. Donc déjà, ça fausse un peu les recherches. Alors, ce qu'on a trouvé, évidemment, c'est que les gens qui ont beaucoup d'imagination, qui ont tendance à laisser remonter facilement des contenus inconscients, qui se plongent dans des rêveries, etc., ont tendance à dire qu'ils vivent beaucoup de phénomènes paranormaux. Mais bon, ça paraît un petit peu trivial de dire ça. C'était pas la peine de faire des recherches, des recherches longues et fastidieuses pour arriver à ce résultat-là. On pouvait le connaître à l'avance. Donc finalement, on n'a rien trouvé vraiment de spécifique en termes de caractéristiques démographiques. Est-ce que ce sont les hommes plus que les femmes, les jeunes plus que les personnes âgées, etc. Il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup d'études qui ont des résultats un peu différents. Donc franchement, non. Je ne pense pas qu'il y ait des choses vraiment manifestement évidentes pour l'instant. C'est un peu aussi la même caractéristique lorsque l'on parle de phénomènes de poltergeist ou qu'on parle de maisons hantées, c'est-à-dire que l'idée que les maisons hantées sont toujours de vieilles maisons abandonnées, centenaires, c'est pas non plus forcément le cas. Il y a des phénomènes de hantise ou de poltergeist qui se sont produits dans des appartements tout à fait modernes. Oui, c'est un peu le cliché, ça, de dire une vieille maison poussiéreuse, pleine de toiles d'araignée. Bon, non, ça peut se produire n'importe où. Et en fait, n'importe qui peut être susceptible d'être confronté un jour ou l'autre à un phénomène interprété comme paranormal. Hein. Il y a, d'après les derniers sondages, il y a plus de la moitié de la population qui dit avoir vécu quelque chose de paranormal. Donc, oui. J'allais dire, si on ne peut pas trouver un profil type pour dire, voilà, ces gens-là risquent plus de vivre du paranormal. En revanche, lorsque l'on se penche sur les phénomènes de poltergeist, on a constaté qu'effectivement, généralement, au centre de ces manifestations, il y a un adolescent ou une adolescente. Et là, on a quand même réussi à dégager un profil type de l'agent du poltergeist. Alors, jusqu'ici, oui, ça semblait qu'il y avait que certaines caractéristiques en termes d'âge qui semblaient vraiment pouvoir être dessinées, mais sauf que au dernier congrès de parapsychologie, là, le congrès international qui a eu lieu à Paris donc en juillet dernier, il y a eu plusieurs études donc récentes et sur les poltergeists par exemple, sur les sujets de poltergeist, et là on avait des résultats totalement différents. Donc l'âge tournait plutôt autour de 30-40 ans. On avait donc c'est surtout l'équipe de Walter von Lukadou qui avait fait ces recherches-là et qui s'était aperçu que eux ils trouvaient plusieurs profils types qui étaient vraiment loin de l'adolescent perturbé, le profil typique quoi. Il y avait par exemple les personnes âgées qui pouvaient être confrontées avec des poltergeists. Il y avait les personnes en deuil, il y avait les personnes plus névrosées, enfin, etc., etc. Donc il y avait quand même plusieurs profils comme ça, différents et qui correspondaient pas du tout à ce qu'on savait jusqu'à présent. Dans votre livre Apparitions et maisons hantées, Pascal Catala, vous, je parle de l'édition de 2004, vous étiez un peu pessimiste par rapport à ce qui se faisait en France sur les phénomènes paranormaux, en évoquant bien sûr le milieu beaucoup plus dynamique dans les centres, les universités anglo-saxonnes. Aujourd'hui, avec la reprise des activités à l'IMI, qui est sorti un peu d'une torpeur, moi je me rappelle avoir visité l'IMI à l'époque
l'époque, j'avais demandé à Mario Varvoglis de voir les fameux moulages Spirit, et on était à la fin des années 90, mon premier contact avec Mario, et à ce moment-là, c'est vrai que Limy était vraiment en somnolence. Et depuis quelques années, on voit que Limy prend de plus en plus, reprend un peu des activités. Vous avez en France la création du Circé qui a été fait par Renaud Évrard, Oui, qui est quand même exceptionnel, et dont on parle beaucoup, et qui quand même met des espèces de balises très rigoureuses à ses approches. Personne ne va qualifier Renaud Évrard d'être un petit rigolo. Et est-ce que maintenant, aujourd'hui, quand on regarde cela, est-ce que vous êtes plus optimiste aujourd'hui par rapport à la recherche en parapsychologie que vous l'étiez au moment de la publication du livre originalement en 2004? Oui, il y a eu une nette évolution. Donc déjà, oui, vous l'avez évoqué, la création de Circé. Il y a aussi un pôle universitaire qui est en train de se mettre en place, puisque Thomas Rabeyron et Renaud Évrard commencent à introduire donc la psychologie des expériences exceptionnelles. Donc toute une nouvelle discipline de clinique psychologique, donc qui va prendre de plus en plus d'essor, je pense, en France, à l'instar de l'Allemagne qui a été un petit peu novatrice dans ce domaine. Donc oui, il y a une évolution nette. Et puis Limy est devenu très très dynamique par rapport à ce qui était effectivement il y a quelques décennies, un vrai renouveau. Pascal Catala, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et encore une fois, je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de Apparitions et Maisons hantées, qui connaît maintenant une réédition à travers Limy. Ce fut pour moi très édifiant et un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Moi de même. C'était un plaisir. Merci. Merci et bonne fin de journée à vous. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Christian, on vient d'entendre ton entrevue avec Pascal Catala. Et à un moment donné, Mme Catala a parlé des gens qui ont l'impression qu'ils sont en contact avec des défunts, qui ont l'impression que les défunts les surveillent ou veillent sur eux. Puis il y a eu énormément de réactions là-dessus en disant qu'il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, on est persuadés, nous, on a la certitude qu'il y a que nos parents qui sont décédés veillent sur nous. C'est plutôt une question de croyance, mais n'en demeure pas moins que c'est touchant pour eux d'entendre ça. Ouais. En fait, ce que tu dis, Yannick, c'est une question de croyance. En fait, c'est une question plutôt d'interprétation. Mais le phénomène, Pascal l'a bien mentionné, il faut toujours essayer de dissocier le phénomène de l'interprétation. Ouais. Donc, que les gens aient cette impression, bien sûr c'est une impression, donc c'est subjectif, mais ils ont l'impression que des proches veillent sur eux et ils ont l'impression qu'il y a autour d'eux des coïncidences ou des événements qui se produisent qu'ils vont interpréter comme étant des signes d'eux. Donc, ces phénomènes, ils sont bien réels, les perceptions sont bien réelles. L'interprétation qu'ils en font maintenant, est-ce que c'est réellement mon oncle Albert ou ma mère ou mon peu importe qui se manifeste de l'au-delà, ça c'est autre chose. Mais jamais il est la première approche d'un bon enquêteur, c'est l'écoute bienveillante. Les gens, et je l'ai mentionné en début d'émission, les gens qui essaient de nous tromper sont rarissimes. À moins que les gens vont essayer de tromper les médias pour essayer de faire un coup d'argent, etc. Mais c'est rare qu'on va appeler un enquêteur pour se confier qu'on vit des expériences étranges chez soi et que l'objectif premier soit de tromper l'enquêteur. Il n'y a pas grand-chose à gagner de ça. Donc, c'est très rare que les gens font ça. Ils peuvent se tromper en toute bonne foi, mais généralement, lorsqu'ils livrent leur témoignage, ils le font de manière très honnête. Donc, que les gens rapportent ces expériences-là, c'est la première démarche, c'est de dire, OK, les gens ont des choses à raconter, écoutons ce qu'ils racontent, écoutons ce qu'ils ont à dire, et ensuite, ce sera à nous, ça sera aux enquêteurs de développer des modèles, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je comprends que des gens qui nous écoutent peuvent se sentir en harmonie avec des choses qui se sont dites là. Quand Pascal dit les gens vivent des expériences, on fait de plus en plus de recherches, par exemple, autour des mécanismes du deuil. Des gens qui vivent des deuils ont l'impression qu'ils ont ces présences autour d'eux. Est-ce que ce sont essentiellement des mécanismes psychologiques ou est-ce qu'il y a réellement autre chose derrière ça? On en est, c'est vrai qu'il y a une progression, c'est vrai que la parapsychologie a évolué depuis, j'ai dit à un moment donné 110 ans, mais en fait,
faut savoir que la parapsychologie apparaît, il y a comme une espèce de position de transition. Hein. Le spiritisme apparaît en 1848 aux États-Unis, et ensuite il va y avoir ces mécanismes. Hein. Les premiers chercheurs aux alentours de 1860-1870 vont se dire, est-ce que ces gens-là parlent réellement avec les défunts? Est-ce qu'on peut mettre des mécanismes en place pour essayer de vérifier ce qu'ils disent? Et puis, à travers ça, on va se rendre compte que c'est bien des fantômes, mais il y a peut-être autre chose qui se passe, et peut-être que ce sont des facultés comme la télékinésie, la télépathie, c'est peut-être ces phénomènes qui se produisent. Et là, il va y avoir, c'est assez amusant, il y a ce mouvement charnière, ce passage charnière où on va quitter progressivement le spiritisme pour donner naissance à la parapsychologie telle qu'on la connaît. Et elle apparaît au tournant du 20e siècle. Donc, on peut dire une période charnière entre 1890 et vraiment l'établissement aux alentours de 1920-1930. Donc, on a toute cette période de transition. Et c'est vrai qu'on en sait plus aujourd'hui qu'on en savait à l'époque, même si on est toujours encore à développer des modèles, et il y a toutes sortes de mésententes, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont proposer des explications plus que d'autres. Et à travers ça, il faut continuellement, puis je le mentionne ici au Québec, je le dirai jamais assez souvent, et on voit que ça se passe également en France, je le dirai jamais assez souvent, il y a cette problématique que des gens comme des parasites, arrivent et vont se greffer au paranormal pour en tirer un profit, soit un profit personnel, soit un profit financier. Et là, je parle bien sûr des chasseurs de fantômes et de tous ces escrocs qui, malheureusement, jettent un discrédit sur ce qui se fait de sérieux. Et en même temps, ces chasseurs de fantômes, comme ce sont des gens qui ont un discours populaire, et c'est divertissant, bien sûr, les médias vont suivre le pas, et là, on se retrouve avec un univers complètement artificiel, où les médias donnent la parole à des hurluberlus qui jettent énormément de discrédit sur ce qui se fait sérieusement dans le domaine des phénomènes paranormaux. Mais bon, comme le dit Pascal Catla, qu'est-ce que l'on peut faire à ça? On peut essayer d'augmenter, puis on se félicite de le faire chaque semaine à Radio X, d'essayer de présenter des choses beaucoup plus objectives, plus critiques, essayer de décanter l'information plutôt que de simplement faire un divertissement olé pour entretenir les gens. Mais peut-être qu'un jour, on pourra parler avec un psychologue puis on lui demandera qu'est-ce qui fait en sorte que l'humain a besoin de croire qu'il y a autre chose après. Mais parce que il y a toujours cette idée d'enchantement, puis il y a le fait que ces phénomènes-là sont bien réels. J'ai vu passer là dans les questions, il y a un auditeur qui dit quand est-ce qu'on va nous parler du cas de la machine que j'ai évoqué il y a quelque temps, cette histoire de poltergeist tout à fait exceptionnelle. Écoutez, j'ai parlé cette semaine avec le professeur Yves Lignon qui était impliqué dans cette histoire. On parle d'histoire de policiers, là c'est exactement ça. On a un poltergeist, on va appeler les policiers de la gendarmerie qui vont être sur place, et j'ai les enregistrements, donc je le ferai entendre aux auditeurs. Donc on a ces enregistrements où les gens, où les policiers parlent avec le fantôme. Il y a des trucs qui sont tout à fait extraordinaires. On va se faire également quelques soirées, là, j'y pense, se faire des soirées où on va dire aux gens, on ouvre les lignes, on laisse les gens parler. Vous avez vécu des trucs de fantômes, communiquez avec nous, dites-nous ce que vous avez vécu, puis on va en parler. Donc on se faire des soirées témoignages, c'est divertissant. Le paranormal, ce sont des phénomènes qui sont bien réels, ils se produisent autour de nous. On va l'appeler la soirée sans coït interrompu de Christian Page. Voilà, sans coït interrompu. Puis je vais en parler. Il y a des histoires de fantômes, des histoires d'ovnis qui sont super intéressantes. Et même si, à défaut, si j'arrive pas à trouver des intervenants francophones pour nous en parler, écoute, je présenterai les faits, puis à la fois le pour et le contre, on le fera. Mais il y a des histoires qui sont fantastiques et il faut en parler, même si on n'a pas toujours d'explication. C'est bien l'explication, mais le divertissement, c'est le fun aussi. Exact. Christian, je te souhaite de passer un excellent week-end. Toi aussi. Puis la semaine prochaine, tu auras le plaisir d'être avec mon chum Yannick Tremblay. Puis oui, qui sera avec toi parce que je suis en vacances. Ouais, 7 jours de rénovation. Encore? Des belles vacances. Salut mon ami. Salut à toi. Bye, bon week-end tout le monde.